Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision TV. Bienvenue dans cette édition d'information tenue ce week-end d'une conférence débat à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. Les trop dits et les non dits de l'aide au développement en Afrique était le thème retenu. Cette démarche visait, selon les organisateurs, d'attirer l'attention des étudiants sur la mobilisation et l'utilisation judicieuse et efficace des ressources intérieures de la Guinée. Le compte rendu est signé Mohamed Alpha. Les études ont montré que l'accroissement économique d'un pays passe nécessairement par ses ressources intérieures. Et des études révèlent aussi que l'aide au développement diminue considérablement chaque année. La réalité aujourd'hui, c'est que face à une fatigue de l'aide au développement, les flux en matière d'aide à l'échelle internationale ont baissé et c'est une tendance baissière. Ça va encore baisser. Une situation qui d'ailleurs oblige l'élite guinéenne à attirer l'attention des futurs dirigeants de ce pays sur cet état des faits en passant par les universités. Nous sommes dépendants vis-à-vis des pays donateurs, vis-à-vis d'acteurs internationaux puissants. Et pour réduire cela, c'est quoi? C'est d'abord une question de mentalité. Et tout commence par une discussion. Et c'est cette discussion qui vient de commencer pour moi. J'aimerais que ça continue. Pour que l'aide au développement soit efficace, les conditions à remplir sont trop restrictives aussi bien au niveau des bailleurs qu'au niveau des bénéficiaires, a précisé le conférencier. D'où le choix de ce thème, les trop dits et les non dits de l'aide au développement en Afrique. Les trop dits, c'est quoi? C'est qu'il y a une manière de présenter l'aide qui nous amène à rêver. Est-ce que vous voyez? Quand on vous dit les bailleurs se sont engagés à offrir à la Guinée 500 millions, vous souriez devant la télé, vous dites ça c'est bien, ainsi de suite. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces 500 millions ne vont pas arriver en Guinée et n'arriveront pas forcément dans les villages que vous croyez, parce que les coûts, non seulement de mobilisation et d'exécution, sont très élevés. Les non-dits, on ne nous dit pas tous les problèmes qu'il y a avec. Quand les bailleurs donnent de l'aide, souvent c'est de l'aide fléchée. C'est-à-dire l'aide est déjà affectée. Cette rencontre d'échange a permis aux étudiants de comprendre l'impact des ressources intérieures d'un pays et ils promettent de redoubler d'efforts. J'ai retenu que vraiment ici, le ministre il est en train de donner le courage à la jeunesse d'étudier, la jeunesse de vraiment être courageux pourvu que nous sommes l'avenir de demain. De l'avis des experts, aucun pays ne doit compter seulement sur ses ressources naturelles pour son développement économique, car dès que les cours de celles-ci baissent, le pays s'exposerait à des difficultés financières. Un mot de santé dans cette édition d'information. La Guinée a aussi célébré ce lundi 14 novembre 2016 la journée mondiale du diabète. Près de 400 millions de personnes souffrent de la maladie à travers le monde, dont 80% dans les pays en voie de développement, a Bokeh. Cette journée a été une occasion pour les autorités sanitaires et ses partenaires de procéder à des séries de sensibilisation et de dépistage volontaires. Selon des spécialistes, cette maladie est devenue aujourd'hui une réelle préoccupation de santé publique. Diao Bachir a rencontré professeur Nabi Moussa Baldé. Suivez son reportage. En Guinée, la journée mondiale du diabète a été célébrée ce lundi 14 novembre 2016 sous le slogan « Protégeons notre futur ». Le thème retenu est « Éducation et prévention du diabète et sa maîtrise dès maintenant ». Le diabète est aujourd'hui l'une des maladies non transmissibles les plus communes. 350 millions de personnes dans le monde, dont 80% dans les pays en développement, vivent avec cette maladie, à en croire à une enquête récemment réalisée par des spécialistes. La maladie se propage d'année en année du fait du vieillissement de la population et de la généralisation de modes de vie peu sains. Selon professeur Nabi Baldé, le diabète est devenu une réelle préoccupation de santé publique. Dans la population, lorsqu'on va rechercher systématiquement les personnes diabétiques parmi nos concitoyens, on trouve qu'il y a 3,5% de la population guinéenne qui est diabétique. 3,5%. Si on considère que nous sommes à peu près 12 millions, ça fait pas loin d'un demi-million de compatriotes qui sont diabétiques et qui auraient besoin d'être diagnostiqués et traités. Malheureusement, quand vous faites ces enquêtes dans la population, que vous prenez au hasard les gens, vous vous rendez compte que 3/4 de nos compatriotes diabétiques ignorent qu'ils ont la maladie. Par ailleurs, professeur Nabi Baldé reste convaincu que nos modes de vie sont peu sains. Les bouleversements de nos modes de vie, et notamment le fait qu'on fait moins d'activité physique et qu'on a une alimentation beaucoup plus inadaptée
au maintien de la santé, c'est-à-dire que dans les enquêtes que nous avons, on voit bien que les Guinéens malheureusement mangent trop gras, trop sucré, trop salé et ne font pas assez d'exercice physique. À Boké, où cette journée a été célébrée, le dépistage volontaire du diabète a permis d'examiner 401 personnes dont la situation se présente comme suit. 98 personnes, soit 24,43%, parmi lesquelles 35 sont de nouveaux cas et dont les intéressés ignoraient leur situation de diabète. À ceci s'ajoutent 94 nouveaux cas d'hypertendu. Le volontariat au service des communautés, c'est l'esprit que veut promouvoir l'Agence nationale du volontariat jeune en Guinée. Depuis sa création en 2006, cette structure déploie des agents volontaires dans les zones rurales pour subvenir aux besoins des communautés. Bountourabi Keita. Ici, à l'ANVJ, Agence nationale du volontariat jeune, l'on mise sur l'engagement citoyen des jeunes pour pouvoir s'impliquer dans les projets d'intérêt général en faveur des communautés villageoises. Un programme financé par le PNUD qui, depuis 2010, forme et déploie des volontaires à l'intérieur du pays. Depuis 2010, nous avons déjà mobilisé, formé et déployé 380 jeunes diplômés sans emploi, voilà, qui ont été déployés dans presque toutes les préfectures de notre pays. J'allais dire toutes les 4 régions naturelles. Parce qu'on n'a pas encore couvert la préfecture de Koundara et celle de Gawal. Ces volontaires recrutés à l'issue d'un contrat sont choisis en fonction des besoins exprimés à la base au niveau des collectivités locales. Il y a des volontaires qui interviennent dans le domaine de la santé, d'autres dans le domaine de l'agriculture. Il y en a d'autres qui sont des médecins vétérinaires, des volontaires qui interviennent dans le domaine de la conservation et la protection de l'environnement. Il y a des volontaires qui interviennent à l'état civil. On a aussi des volontaires chargés de cours dans les écoles. Actuellement, 50 jeunes volontaires évoluent sur le terrain à l'intérieur du pays après avoir bénéficié d'un prolongement de leur contrat de 6 mois à 1 an. Une demande faite par des collectivités locales et des volontaires eux-mêmes à l'issue d'une mission d'évaluation du programme des Nations Unies pour le développement. D'une structure de la société civile à une autre, après une semaine de travaux, l'ONG Community Initiative for Peace and Development a procédé ce lundi à la clôture de sa campagne de reboisement enclenchée dans les établissements scolaires de Conakry. Une occasion pour l'ONG CIPAD Guinée d'inviter des cadres du département de l'environnement pour une conférence débat, mais aussi des élèves des écoles bénéficiaires de ce projet ont présenté des œuvres axé sur la protection de la nature. Omar Sow nous en dit davantage. C'est une campagne de sensibilisation sur le reboisement en milieu scolaire. Pour ces 5 jours de travaux sur le terrain, ce sont 15 établissements de la capitale qui ont reçu des plants d'arbres. Une action de volontariat de l'ONG CIPAD Guinée qui vise à œuvrer pour la protection de l'environnement, surtout dans les écoles. La jeune ONG que nous sommes a voulu traverser cette campagne de reboisement dans quelques écoles de la capitale, lance un message et attire l'attention de tout un chacun sur les menaces environnementales qui se dessinent à grande échelle sur notre pays en particulier et le monde entier. Le thème choisi par cette caravane de sensibilisation est l'éducation au service de l'environnement. Une manière pour les initiateurs d'inciter les gouvernants à mettre en place une politique collective entre le département de l'environnement et les acteurs éducatifs. Pour le chef de la division aménagement et reboisement, la protection de la nature passe par la reconstitution de nos forêts. La sensibilisation est très importante. Quand vous prenez, par exemple, vous parlez de reboisement, d'accord, reboiser c'est très bon, mais quand vous prenez les têtes de source, les bassins versants, il faut le rester là sans reboiser, puisque si vous laissez la forêt se reconstituer d'elle-même, hein, ça permet d'avoir les essences locales que nous voulons. À l'issue d'une conférence débat, des messages axés sur des mesures à adopter pour la protection de la flore ont été largement débattus. Dans nos forêts, il existe encore quelques pieds. Donc, nous pouvons procéder à plusieurs techniques pour sa restauration. Nous avons la sylviculture qui consiste à faire l'élagage de certains plants et les jeunes plants qui sont en bas, qui ont besoin du soleil, vont essayer de se revégéter.
et on va reconstituer cette partie. Au finish, les tout petits des établissements scolaires qui ont bénéficié de cette campagne de reboisement ont présenté des œuvres, une manière pour ces écoliers de témoigner leur engagement dans la protection environnementale en milieu scolaire. Les organisations locales Conakry Trésor et universitaires Conakry Trésor de la Jeune Chambre internationale ont tenu ce week-end leur convention. Cette rencontre a permis aux structures de faire le bilan des activités réalisées sur le terrain en 2016, mais aussi d'élire de nouveaux responsables pour le mandat 2017. Alcine Diallo. C'est par l'hymne national guinéen que cette convention, groupée des organisations locales Conakry Trésor et universitaire Conakry Trésor, a débuté. Les membres de ces deux structures se sont déplacés en grand nombre pour ne pas se faire compter l'événement. Chapeautée par le comité directeur de la Jeune Chambre internationale, la rencontre avait pour objectif de faire le récapitulatif des activités des deux bureaux sortants pour cette année en vue d'élire une nouvelle direction pour 2017. Pour les présidents sortants, le bilan a été positif. Don de sang à hauteur de 120% de réalisation, donc qui était prévu 60 poches de sang. La Rio 2016 à hauteur de 110% de réussite. 4 séances de formation. Dans le cadre du renforcement des capacités des membres, le concours à oratoire et débat de la Jeune Chambre internationale et aussi le concours à oratoire volet lycée qui a été un grand succès. Je suis entrepreneur, la création de English Club pour renforcer la capacité de ses membres et la célébration de la nuit des trésors sont également à ajouter au bilan de Mamoudou Silla. Après les assemblées générales des deux structures, Tigui Dankeba a été élue présidente de la JCI Conakry Trésor pour 2017. La nouvelle présidente ne manque pas d'ambition. Mes priorités pour 2017, d'une partie redynamiser ma locale. J'aimerais beaucoup aller dans les écoles, faire une partie sur les violences basées sur le genre, au niveau du milieu scolaire. Parce qu'il y a d'autres femmes qui ne terminent pas les études. D'une part, ce serait une ambition pour moi de montrer aux jeunes d'être comme moi. Et pour la structure universitaire Conakry Trésor, il n'y a pas eu de consensus sur un nouveau président. Le comité directeur, par son représentant, a invité l'équipe de Tigui Dankeba de mettre la barre très haut. C'est tout ce que le succès n'est pas facile durant un mandat, mais elle demande beaucoup de travail. Le comité directeur national demande au comité entrant pour le mandat 2017 de redoubler d'efforts pour plus de succès et plus d'engagement vers une citoyenneté active. Invitée à cette convention, la ministre de l'Action sociale s'est dite impressionnée par la qualité de ces jeunes qui sont la relève du pays. Avec toutes ces organisations, nous allons relever les défis du développement. Le simple fait d'être ensemble crée les sentiments entre vous, crée la cohésion et l'unité nationale. Des nouveaux membres ont été intronisés pendant cette convention. Au nombre de 11, ils ont tous juré fidélité aux principes de la Jeune Chambre internationale. Les jeunes leaders de la société civile étaient face à la presse ce lundi à Koléa pour présenter au public le nouveau bureau. Les membres de cette structure ont profité de cette occasion pour expliquer les raisons qui ont prévalu à la destitution de l'ancien président. C'est un compte rendu de Djanka Sissi. Depuis le 29 octobre dernier, Abdourahmane Baldé a été démis de ses fonctions. Cette destitution de l'ex-président des jeunes leaders serait motivée par son envie soupçonnée de monopoliser le pouvoir. Selon les élus de ce parlement, l'homme aurait transformé le Pagelex en une structure privée. Il nous demande de publier sa photo sur nos pages Facebook et d'y mettre un petit texte parlant du bien de lui. Deuxièmement, il nous fait écouter sa conversation privée et secrète qu'il a tenue avec l'ancien vice-président Alseni Prince Silla. Et il nous a demandé aussi de faire tout pour pouvoir contrecarrer ces frondeurs, parce qu'il les appelle des frondeurs. Et qu'est-ce que je comprends par après? Je comprends que Abdourahmane Baldé a fait du Parlement son entreprise privée et secrète, avec laquelle il est en train de se faire des sous, parce qu'actuellement il est en train de construire. Et il dit à la face du monde qu'il est le jeune le plus financé dans l'histoire de la Guinée par l'ambassade des États-Unis. Ce sont autant de raisons qui expliquent l'élection d'un nouveau bureau au sein de ce Parlement. Pour le moment, tout semble bien commencer et les objectifs visés par les élus rentrants de cette structure sont immenses.
La création prochaine d'un programme de lutte et de réinsertion des jeunes issus de l'immigration clandestine. La création d'un concours scolaire national visant à déceler les jeunes talents. La production d'un mémorandum sur le système éducatif adressé au ministère de tutelle. Le déploiement de jeunes parlementaires à l'intérieur du pays pour appuyer la formation de nos apprenants au compte du projet Le Volontaire de Parlement, pour ne citer que ces actions-ci. Selon les membres du Parlement des jeunes leaders, jusque-là, l'ex-président n'a présenté aucun rapport financier de sa gestion. La présélection du concours de beauté guinéen a débuté ce week-end. Dans la capitale, 12 candidates ont compétit sur scène au compte de la zone spéciale de Conakry. Parmi elles, 3 ont retenu l'attention des membres du jury. Notre reporter Saloum Kondé a assisté à cette présélection de beauté. Suivez son compte rendu. C'est dans une salle magnifique que les candidates sont montées sur scène. À l'entame de la prestation, elles ont d'abord fait des démarches dans des tenues traditionnelles, de façon individuelle, suivies d'acclamations du public. Dans les concours de beauté, il n'y a pas que de la beauté physique. Celle intellectuelle est beaucoup recherchée. Après toutes les épreuves de prestation, la candidate numéro 11, Mawa Sangaré, a été choisie par le jury comme Miss de Conakry. Et sous les acclamations du public, la toute nouvelle beauté de la capitale a lancé un message à l'endroit des femmes. Il y a beaucoup qui pensent que en se présentant aux élections Miss, c'est se livrer aux garçons ou bien en fait faire du n'importe quoi dans la vie, mais c'est pas ça en réalité. Se présenter à l'élection Miss, c'est de faire savoir aux gens ce qu'en réalité, dans la tête, intellectuellement et physiquement, parce que là aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup motivé aussi, c'est de promouvoir à la promotion de la femme. Donc aujourd'hui je suis là, toute émue, Miss spéciale zone Conakry. Safiatou Baldé, dépositaire de la couronne de 2016, a apprécié, elle, le niveau des candidates. Il y a une chose qui reste claire, c'est que le niveau y était. En majorité. C'est vrai que c'est pas facile de parler en public et tout. Moi je sais, je suis dans le domaine, donc je sais un peu le stress qu'elles vivent en permanence. Donc je dirais qu'elles se sont très bien débrouillées et que celles qui se sont retrouvées dans le trio, elles ont bien fait. Mais qu'elles se disent en même temps que rien n'est joué parce que c'était vraiment serré. Après la délibération des membres du jury, Jona Bari, présidente de la Comédie, a fait espérer les perdantes de cette épreuve. Quant à la poursuite de l'aventure, elles se sont battues les unes que les autres. J'étais plus stressée au fait que ces filles-là. Cette année, j'ai décidé de faire une exception, c'est-à-dire de prendre toutes les 11 pour participer à la finale, parce qu'elles étaient toutes belles les unes que les autres, et chacune a pu défendre son thème du mieux qu'elle pouvait. Selon les responsables de la Comédie, rien n'est encore fait, car tout peut être relancé à la finale. La suite du programme de présélection se fera dans l'arrière-pays. L'actualité sur le monde aux États-Unis, la première interview du 45e président de l'histoire du pays, conscient des craintes suscitées par son élection. Donald Trump a joué l'apaisement malgré tout sur de nombreux sujets. Le futur locataire de la Maison-Blanche a préféré rester très ferme sur d'autres sujets. Suivez. Dorure et marbre. C'est dans son appartement new-yorkais que Donald Trump a reçu les journalistes. Un long entretien, le premier du président élu. Très vite, il a tenu à rassurer les milliers d'Américains qui depuis 5 jours manifestent contre son arrivée au pouvoir. Don't be afraid. N'ayez pas peur, nous allons redresser le pays. Mais surtout, n'ayez pas peur, nous sortons tout juste d'une élection, il nous faut un peu de temps. Sur les questions de société, Donald Trump annonce la couleur, résolument conservatrice. S'il ne revient pas sur le mariage gay tenu pour acquis, il reste très ferme. Il est pour les armes à feu et contre l'avortement. À la Cour suprême, il entend nommer des juges qui iront dans ce sens. Je suis pour la vie. Les juges seront contre l'avortement et soutiendront le 2e amendement sur le port d'armes à feu. Murs et clôtures à la frontière mexicaine. En matière d'immigration, Donald Trump veut tenir ses promesses de campagne et renvoyer les clandestins. Ce que nous allons faire, c'est prendre les gens qui sont des criminels, qui ont des casiers judiciaires, qui appartiennent à des gangs, qui sont des trafiquants de drogue, sans doute 2 millions de personnes, peut-être 3. Nous allons les renvoyer de notre pays. L'administration Trump commence à se dessiner.
Le nouveau président donne des gages aux Républicains en nommant des cadres du parti au poste clé. Et plus controversé, il vient de faire appel à Steve Bannon comme conseiller stratégique, un homme flirtant avec l'extrême droite et les théories conspirationnistes. Nouvelle violence en Irak, 8 personnes ont été tuées dans une attaque à suicide perpétrée par plusieurs kamikazes au sud-ouest de Bagdad, attentat en pleine offensive contre le groupe État islamique, 5e semaine de l'opération militaire pour reprendre l'une des villes appelées Mossoul. Suivez. Un trésor de l'humanité réduit en poussière. C'était en mars 2015, le groupe État islamique contrôlait Nimrod et détruisait le site au bulldozer. À coups de pioches et d'explosifs, tout un patrimoine archéologique anéanti. Aujourd'hui, les forces irakiennes annoncent avoir repris le contrôle de cette ville, située à une trentaine de kilomètres au sud de Mossoul. Dans un communiqué, le commandement déclare « Les soldats de la 9e division blindée ont totalement libéré la localité de Nimrod et planté le drapeau irakien sur ses bâtiments. » Une avancée stratégique, mais surtout symbolique. Particulièrement observé par les archéologues, le site est considéré comme l'un des berceaux de la civilisation. Nimrod a été l'une des grandes capitales de l'antique Assyrie pendant près de 150 ans et elle recelait en particulier les vestiges des grands palais construits par ses souverains à partir du 9e siècle avant notre ère. Et ces palais ont la caractéristique notamment d'être décorés de magnifiques reliefs. Difficile d'imaginer désormais le nouveau visage du site. Il faut faire une estimation exacte des dégâts pour savoir jusqu'à quel point c'est irréversible, mais c'est sûr que les images qu'on voit de Nimrod, vu la fragilité en plus de cette architecture, de toute façon, là les dégâts sont irréversibles. C'est grâce à l'offensive lancée le mois dernier par la coalition internationale pour reconquérir Mossoul que Nimrod a pu être libéré. L'organisation État islamique est à ce jour toujours maître de plusieurs autres sites historiques. En Pologne, la justice a procédé aujourd'hui à l'exhumation des victimes de la catastrophe aérienne de Smolensk. En 2010, le crash avait coûté la vie au président Kaczynski. Son frère jumeau soupçonne un attentat, mais des familles d'autres victimes ne veulent pas revivre la douleur du deuil. Regardez. Accident ou attentat? Plus de 6 ans après les faits, la Pologne se pose encore des questions sur la mort de son président Lech Kaczynski et de membres de l'élite polonaise dans la catastrophe aérienne survenue à Smolensk, dans l'ouest de la Russie. Selon l'enquête officielle menée par l'ancien gouvernement libéral, l'accident est dû à des erreurs humaines et à de mauvaises conditions météo, mais le nouveau pouvoir en place depuis un an à Varsovie a rejeté ces conclusions. Emmené par Jarosław Kaczynski, le frère jumeau du président défunt, les conservateurs ont ordonné une nouvelle enquête et Moscou refusant de rendre à la Pologne la carcasse de l'avion et les boîtes noires originales, le parquet polonais a donc décidé d'exhumer les restes de toutes les victimes du crash, avec ou sans l'accord des familles. Je sais que c'est très douloureux, mais du point de vue juridique et pénal, c'est indispensable. N'oublions pas que nous sommes dans une situation particulière où nous n'avons que très peu de preuves matérielles en Pologne au sujet de la catastrophe. Que cela plaise ou non, ces corps sont l'une de ces rares preuves. Paweł Deresz a perdu son épouse dans la catastrophe, la députée Jolanta Szymanek-Deresz. Aujourd'hui, il a fait son deuil et s'oppose à l'exhumation du corps de sa femme. Avec 200 autres personnes représentant 17 familles de victimes, il a signé une lettre ouverte au président Andrzej Duda. Ces exhumations sont une sorte de chasse aux indices pour prouver la théorie absurde de l'attentat contre le président Lech Kaczynski. Le PiS, le parti conservateur au pouvoir, accuse notamment l'ancien Premier ministre libéral Donald Tusk de vouloir cacher la vérité sur ce qui s'est passé le 10 avril 2010. Mais en attendant les premiers résultats des exhumations, rien n'est pour l'instant venu remettre en cause la thèse de l'accident. Les exhumations donnent du grain à moudre au PiS qui doit rendre des comptes à son électorat, auquel il a promis que les causes de la catastrophe seraient révélées. C'est un gain de temps pour obtenir de nouveaux documents et de nouvelles preuves, car en un an, le PiS n'a rien éclairci du tout. Les familles qui s'opposent aux exhumations espèrent au moins parvenir à un compromis, que le parquet n'exhume que les corps des victimes dont les familles ont donné leur accord pour que leurs proches reposent enfin en paix. Le phénomène n'est pas survenu depuis 1948. C'est en ce moment, les spécialistes l'appellent la superlune. Elle parvient au plus proche de la Terre et les curieux sont nombreux. Suivez.
Ils se sont levés à l'aube pour observer un phénomène extrêmement rare. Nous sommes en Espagne. Dans le ciel brille une lune éclatante, bien plus impressionnante que d'habitude. Ici, comme dans le reste de l'Europe, la superlune a dévoilé toute son intensité ce lundi matin. Pour la première fois depuis 1948, la Lune se trouve à un peu plus de 350 000 km de la Terre, 50 000 km de moins que d'habitude. À l'œil nu, le satellite paraît donc environ 14% plus gros et 30% plus lumineux. À des milliers de kilomètres de là, à Tokyo, des dizaines de personnes se sont rassemblées sur les toits des immeubles, appareils photo à la main, pour observer ce moment. Nous sommes venus ici pour visiter un musée et nous avons vu cette lune magnifique, donc nous sommes venus la regarder. Nous sommes impressionnés. Elle est tellement grande, c'est fascinant. Pour obtenir une superlune, en plus du rapprochement du satellite avec notre planète, il faut aussi que le Soleil, la Terre et la Lune soient parfaitement alignés, d'où la rareté du phénomène. Selon les scientifiques, la prochaine superlune ne devrait pas avoir lieu avant 2034. Retour en Guinée, parlons sport pour terminer cette édition d'information. Deuxième défaite de suite du Sili national de Guinée au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Ce dimanche au stade du 28 septembre, l'équipe guinéenne a été battue par la RDC sur le score de 2-1. Ce résultat compromet davantage les chances de qualification du 11 national dans ces éliminatoires. C'est un récit de Moussa Sefa Kamara. Après la défaite des 2-0 face à la Tunisie lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, le Sili national de Guinée s'incline à nouveau devant son public, battu par la RDC sur le score de 2-1 ce dimanche au stade du 28 septembre. Les premières 45 minutes, tous les chiffres parlaient pour les Guinéens, une nette domination et des multiples occasions ratées. Il a fallu attendre la 27e minute, voir Seydou Bassouma Konkole libérer les supporters guinéens en transformant un penalty. L'arbitre camerounais renvoie les 22 acteurs au citron avec cet avantage d'1-0 pour les Guinéens. À la reprise, l'euphorie du Sili tombe vite. À l'espace de 3 minutes, l'adversaire égalise et aggrave le score et reprend le match à son compte. Vous avez vu le premier but qu'on a pris, c'est un de nous qui perd le ballon, qui va dans la couchée. Le deuxième but, c'est une fausse suspension. Mais sur le plan du jeu, moi je pense jusque-là, retenons qu'on est en reconstruction de cette équipe. Il faut travailler sur la durée. Du côté de l'équipe visiteuse, l'entraîneur Florent Ibengue a musclé son discours dans les vestiaires et cela a porté fruit. À la mi-temps, j'ai fait comprendre à tout le monde qu'on ne jouait pas un match de quartier, mais qu'on jouait pour une qualification à la Coupe du Monde. Il fallait un minimum. On peut avoir du talent, mais si on ne travaille pas, on n'a rien du tout. Donc il fallait un minimum de travail et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé en deuxième mi-temps et ensuite le talent a parlé. Avec cette deuxième correction, le Sili national occupe la 3e place de son groupe derrière la RDC et la Tunisie qui totalisent chacune 6 points après 2 journées de ces éliminatoires. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, mardi, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Merci et portez-vous bien.